Parlons un petit peu de la dette parce que c'est un sujet qu'on vient de nous imposer dans les médias, quand les gens nous cassent les couilles. La droite est vraiment à fond, à fond, à fond, à fond sur la dette. C'est des arguments qu'on entend beaucoup et on a tendance à pas forcément genre prendre le temps et prendre la peine de se solidifier nos petites jambes de gauchistes sur ce sujet-là. Donc je pense que c'est quand même assez nécessaire. On va regarder un petit article de frustration qui s'appelle tout bêtement comment démonter les mensonges du pouvoir sur la dette. Voilà, comme ça du coup ils vont pas continuer à nous gaslight et on saura quoi leur répondre. Qu'est-ce que... S'il n'y a plus de sexisme, plus d'homophobie... Mais s'il n'y a... Attends, quoi? Attendez, attendez, non, ça me fait... Attendez. S'il n'y a plus de sexisme, plus d'homophobie... Mais s'il n'y a plus d'homophobie, le sexisme disparaît-il? Haha. Genre... Qu'est-ce que tu racontes, mon ref? Moi, j'ai déjà dit, allez checker mes points autour de c'est quoi ma vision des choses autour de le sexisme, la misogynie, tout ça. Hein. L'homophobie et le sexisme, c'est la même chose. Les deux luttes sont l'une à l'intérieur de l'autre. Je rappelle, hein, la lutte LGBT et la lutte féministe ne sont pas deux luttes différentes. C'est exactement la même lutte vue sous un angle différent. Je vais me contenter de répondre ça à ce petit mec qui se croit malin. Parce que, écoutez, nous, on est solide sur la théorie. Alors, bref, désolé, petite pause, parce que va éviter de m'envoyer genre ce genre de truc pendant que je suis en train de lire un article. Je- genre désolé, genre je suis chiante, hein, je suis un peu vénère, mais j'étais en train de lire un truc qui n'avait vraiment rien à voir. Genre à la limite, profite des entre-deux. Genre aujourd'hui, on a 11 sujets différents dont on va parler. Genre vous pouvez me poser vos questions lorsqu'on est dans des entre-deux d'articles. Là, genre je suis dans mon truc, tu vois. Bref, désolé, c'est reparti pour l'article sur la dette. Comment démonter les mensonges du pouvoir sur la dette. Aujourd'hui, éléments de langage. On a nos propres éléments de langage de gauchistes. C'est parti tout le monde. Alors, tous les salariés en ont l'habitude. Les patrons de leurs entreprises agitent systématiquement des propos angoissants dès qu'il s'agit d'argumenter pour refuser des augmentations de salaire ou de justifier des licenciements. L'entreprise serait en difficulté, les profits pas assez élevés, sa compétitivité menacée. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est tout le temps des gens qui sont à des positions qu'on a tendance à qualifier de responsables, qui racontent ce genre de trucs comme si c'était la responsabilité des travailleurs du coup. Alors que c'est littéralement dans leur titre que c'est supposément être eux les responsables, mais bizarrement, lorsqu'il y a justement l'entreprise qui part en couille, c'est souvent les travailleurs qui payent et pas les responsables, alors qu'ils sont responsables. Il faudrait peut-être qu'on change ce mot, non? C'est le plus souvent faux, les arguments n'étant là que pour justifier une politique visant à augmenter la rémunération des actionnaires. Ça, c'est très réel. Hein. Genre, moi, on a. Enfin, ma mère, par exemple, dans sa vie, tu vois, on lui a beaucoup fait monter le drapeau du coup des dangers de l'économie, etc., etc., etc. Au final, c'était juste pour, genre, exporter la main-d'œuvre dans d'autres pays, finalement. À la tête de l'État, depuis des décennies, cette rhétorique patronale a également fait ses preuves. Faire peur pour justifier des coupes massives dans les services publics, la restriction des minima sociaux, la chasse aux chômeurs, etc. Bayrou, que nous venons de dégager, a été à la pointe de cette propagande. Nul doute que son successeur, le cocu, va nous resservir rapidement la même soupe pour essayer en vain de briser la dynamique monumentale du mouvement social lancé le 10 septembre. Alors, reprenons un à un les arguments sur la dette publique pour s'aider mutuellement à les combattre et à ridiculiser ceux qui les assènent. Et voilà, moi c'est vraiment le but là de cet article aujourd'hui avec vous tout le monde, c'est pour que la prochaine fois qu'il y a un connard, genre je sais pas moi, votre oncle ou votre daron ou je ne sais qui vient vous casser les couilles avec la dette, vous pourrez lui dire ta gueule, genre la dette d'un État ne fonctionne pas comme la dette d'un individu. Tu penses t'y connaître, mais tu n'y connais rien. Laisse-moi t'expliquer un petit peu la vie, mon ref. Voilà, pour tous les fans de débat de famille qui partent en couille, cet article est pour vous. Le récit est toujours identique. Ceux qui détruisent nos droits seraient les adultes responsables. Attends. Ceux qui détruisent nos droits, pardon, seraient les adultes responsables sauvant le pays du chaos. Et pour jouer sur les sentiments, ils prétendent même le faire pour les enfants. Ah, ça c'est important. Toujours hein, faire des politiques pour les enfants, hein, tout en laissant 10% des gosses se faire violenter sexuellement, mais c'est pour les enfants. C'est en pensant à eux que nous devons prendre une... Attendez, qui c'est qui parle? Ah, c'est Bayrou, parfait. C'est en pensant à eux que nous devons prendre nos décisions en adultes responsables et affectueux, qui savent que protéger les enfants, c'est le plus important pour construire l'avenir, a asséné Bayrou à son discours du 25
août. Alors, le mec, vraiment, c'est la définition même du paternalisme, on est d'accord. Genre, le mec, il nous dit, c'est mon travail en tant que responsable politique, donc comme un petit peu si j'étais votre parent, parce que vous voyez, je suis un adulte qui va venir s'occuper de vous. Alors que bon, en termes d'éducation, le mec, est-ce qu'il a grand-chose à venir nous expliquer quand on sait qu'il a mis l'ensemble de ses enfants à Bétaram, après avoir été mis au courant qu'il y avait de la violence tout court, hein, parce qu'il y a des gamins qui ont perdu leurs auditions. Lui-même, il a déjà frappé un gosse à la télé. Euh, Quand même, genre, enfin, je veux dire, quitte à parler père de famille, tu vois, je sais pas si Bayrou, en termes je sais pas si je veux que ça soit lui, mon adulte responsable, vous voyez ce que je veux dire? Genre, sachant que le mec a quand même couvert des faits de pédophilie, de pédocriminalité à l'intérieur d'une institution scolaire. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Genre, au-delà de, à l'aide. Enfin, le mec, c'est quand même littéralement un genre de Nazgul. Bref, pardon, j'arrête de m'énerver, il a été viré. Même si il reste encore plein de trucs à dire sur l'affaire Betaram, qui arriveront dans le futur, et il restera encore plein de trucs à dire, notamment autour de l'affaire des parlementaires du Modem, qui ressemble beaucoup à l'affaire du RN. Donc il y a quand même une bonne chance que Bayrou soit condamné. Donc bon, écoutez, on va suivre ça avec attention, hein, la lente chute dans les ténèbres de cette figure politique que tout le monde déteste. J'ai vu la dernière vidéo de Mathieu Bourgalassi d'ailleurs sur Bayrou qui parle un peu de ça en disant genre oui en fait il s'avère que peut-être qu'en fait c'était un coup fin de la part de Bayrou de partir maintenant parce que du coup il part avec les honneurs et que d'un point de vue de la droite en fait quelque part ça peut lui permettre de rebondir ou je ne sais. Et franchement genre enfin arrêtez hein. Va falloir arrêter de prendre ce mec pour plus intelligent qu'il ne l'est, tu vois. Genre, juste, il a vu le mouvement du 10 septembre, il a fait boule fumée, tout le monde va s'en rappeler comme étant un lâche, hein, et y compris la droite. Hein. Genre, le mec, il a littéralement quitté son poste au moment où il y avait un mouvement social qui commençait à monter par lâcheté. Je veux dire, Moi, je suis pas très fan de sa take. D'autant plus que moi, tout le truc autour de... comment ça s'appelle déjà le truc dont il parle à la jauge de mana, le... Merde, putain, j'arrive plus à remettre le nom sur le concept. C'est le capital symbolique, c'est ça, le capital symbolique. Euh, Moi, je trouve qu'expliquer des trucs avec le capital symbolique, souvent, c'est un petit peu trop se détacher des aspirations matérielles et des conditions concrètes, en fait, de la situation. Genre, par exemple, expliquer que Macron, en fait, il a été réélu parce qu'il avait réussi à maintenir un gros capital symbolique, je sais pas quoi. Ça me semble un peu délu, quoi. Je veux dire, le mec était surtout un banquier qui était de la bonne classe sociale, qui a été push par les médias parce que c'était pratique pour tout le monde pour essayer de préserver au maximum leur vision à eux de l'économie. Et donc, du coup, le mec était littéralement genre la synthèse UMPS parfaite. Et donc, il correspondait en fait aux aspirations d'une partie de ce pays, en fait, hein, tout bêtement, qui était d'essayer de diriger comme des espèces de technocrates l'ensemble du pays. Enfin, genre, je trouve que d'expliquer genre la victoire de Macron par le capital symbolique et d'expliquer le fait que Bayrou se soit barré par le fait qu'il cherche à conserver son capital symbolique, je trouve ça un peu lourd et pas forcément très intéressant en ce que ça dit de la politique, tu vois. Genre, je préfère plutôt voir, par exemple, l'élection de Macron comme vraiment le symbole d'un mouvement politique, en fait, de fond, qui est là depuis Sarko, quoi, à peu près. Enfin, même avant, on peut remonter à Chirac, tu vois, qui, en fait, consiste à tout le temps expliquer les mêmes choses et à tout le temps utiliser les mêmes stratégies et à tout le temps fonctionner de la même façon et qui, en fait, arrive à une espèce de synthèse au sein de la 5ème République, qui est un système électoral dans lequel, concrètement, tu as une figure comme Macron, c'est-à-dire qu'une figure qui fait de la politique de façon très napoléonienne. Enfin, genre, vraiment, c'est du bonapartisme ce que fait Macron, ce que propose Macron. Évidemment que c'est hyper compatible avec, tu vois, ce que propose derrière la 5ème République, parce qu'elle a elle-même été créée par un mec qui était hyper bonapartiste, genre le général de Gaulle, en fait, où c'est de la politique extrêmement personnifiée, où tout tourne autour d'un même mec, et en fait, concrètement, l'idéologie du parti, c'est l'idéologie de ce mec-là. Et tout le monde orbite autour de Macron, etc., etc., etc. Bah, en fait, c'est juste, genre, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres explications, beaucoup plus concrètes, beaucoup plus institutionnelles, qui sont beaucoup plus proches de comment fonctionne en fait l'économie de ce pays, l'économie au sens large, à savoir l'économie médiatique, comme l'économie genre financière, comme l'économie politique, etc., etc., etc. Pour expliquer que Macron soit encore au pouvoir et pour expliquer que Bayrou doivent se casser maintenant, tu vois. Enfin, et puis quand même, si on veut revenir sur
sur le truc de capital symbolique, je trouve que l'analyse fonctionne même pas, quoi. Parce que justement, dans l'analyse qui est proposée à ce moment-là, du coup, on se retrouve avec genre l'exemple du coup de Manuel Valls qui aurait cramé tout son capital symbolique. Enfin, le mec est quand même ministre, hein. Alors, il a pas du tout disparu de la vie politique, hein, Valls. Je sais pas s'il est toujours ministre sous le corps nu, mais je crois que oui. Et en l'occurrence, ouais, enfin, genre Manuel Valls, il est toujours là, il existera toujours. Enfin, le mec, c'est genre, il est invincible, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Donc, c'est bien la preuve que dans ces institutions, dans la façon dont fonctionne ce pays, il n'y a pas vraiment, comment dire, de corrélation réelle en fait entre les aspirations du peuple et les idées, enfin et l'idée qu'on s'en fait de certains responsables politiques et leur présence actuelle dans l'appareil décisionnel du pays, tu vois. Mais moi, il m'appelle Noël Valls. Mais voilà quoi, concrètement, moi je suis pas méga fan de cette analyse. Moi j'ai plutôt tendance à dire que le fait que Bayrou ça soit pas. En fait voilà, moi ce qui me dérange en fait avec le narratif qui est proposé derrière par Bourgalassi, c'est que du coup on a l'impression qu'en fait Bayrou il est super malin. Et qu'en fait il avait pensé à tout. Et qu'il est trop chaud, tu vois. Alors que concrètement, moi je vois plutôt le fait que Bayrou se soit barré comme un prémisse d'une première victoire de la part du mouvement du 10 septembre qui en fait a littéralement réussi à faire s'auto-dissoudre le Premier ministre avant même de commencer. Genre moi c'est beaucoup plus comme ça que je perçois le truc, tu vois, parce que concrètement c'est de son propre aveu que Bayrou est parti quand il a aussi vu ce truc-là. Donc en fait, au bout d'un moment, genre, il faut arrêter de doumer et de dire genre, oh là là, en fait, Bayrou c'est un véritable petit ninja de la politique, là 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 là, qui réfléchit à sa carrière. Moi, je pense surtout que Bayrou il est très content d'avoir été Premier ministre parce que ça va lui faire une belle retraite et qu'il arrive à la fin de sa carrière politique, tu vois, et qu'il va essayer de se faire peut-être potentiellement un peu discret. Enfin, on verra. Hein. Mais concrètement, moi, je préfère. Merci pour le sub. Moi, je préfère avoir une analyse, je sais pas, plus concrète, plus basée autour de, oui, comment fonctionne notre système politique dans notre pays et quels sont en fait les différents courants idéologiques qui sont perçus par les gens et comment est-ce que du coup ça capte une partie des différents électorats en fonction du coup de plein plein de trucs, quoi. Et de notamment des médias. Genre, moi, je trouve que, par exemple, enfin, je veux dire, évoquer le succès de Macron sans évoquer le fait que le mec, il a été littéralement, genre, créé de toutes pièces par les médias à la base, c'est aussi un peu une dinguerie, mais bref. Mais bref, de toute façon, on voit très bien ce que ça donne, hein, ce genre de personnage, tout au cours de l'histoire. Bref, on va arrêter ce petit tunnel de troublante critique Bourgalassi. Avec respect, hein, bien sûr, ça reste quelqu'un dont j'apprécie le travail, etc. et tout, il n'y a aucun problème. Juste, je suis pas tout à fait d'accord avec son analyse autour de Bayrou. Et du coup, voilà, je le mentionne dans cette petite capsule. Euh, voilà. Vous pourrez aller crier sur Twitter que Troublante a dit Mathieu Bourgalassi égale Soral. On mesure une fois de plus toute l'ignominie du personnage ayant laissé les enfants se faire violer et tabasser à Betaram. Bon, bah voilà, ça j'ai déjà fait un petit tunnel là-dessus. Sous sa connaissance complice et prétendant désormais les défendre en les rendant encore plus pauvres qu'aujourd'hui au nom de la sacro-sainte peur de la dette publique. Mais la peur peut fonctionner, elle peut restreindre nos capacités d'action. Beaucoup de gens se disent, et c'est compréhensible, que si quelque chose est asséné par le pouvoir et par les médias, c'est qu'elle contient forcément un fond de vérité. Ce qui n'est pas réel, hein. Enfin je veux dire. Vous vous rappelez du nuage de Tchernobyl? C'est le nuage qui faisait ouh, ouh, je vais passer à côté de la frontière parce que je respecte l'État-nation et le pouvoir de la démocratie et de la République française, car je ne suis pas n'importe quel gaz radioactif. Je suis avant tout un nuage radioactif citoyen et citoyen européen. Bref, non, on ne lègue pas la dette aux enfants puisque la dette actuelle sera remboursée par la dette future et non pas par les générations futures. Ça, vraiment, les gens, c'est hyper important. Non, on ne lègue pas la dette à nos enfants. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que la dette publique, la dette de l'État, ce n'est pas la dette d'une personne. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, la différence entre vous et l'État-nation français, c'est entre autres le côté mortel.
en fait. Genre, vous êtes mortels, vous êtes des personnes qui allez mourir, d'accord? Vous allez mourir un jour, comme tout le monde, d'accord? Comme tout le monde, et vous n'y échapperez pas. Pardon, désolé, tunnel badant. Oui, donc on va tous crever, ça c'est important, mais l'État français, a priori, non. Enfin, ou du moins, c'est pas comme ça qu'on réfléchit les choses. Et donc, du coup, nous, en fait, un État qui est une personne, qui n'est pas une personne physique, mortelle, quoi. Ça fonctionne pas de la même façon. C'est comme la dette des entreprises, arrêtez de faire semblant. Alors, soit Bayrou, en 50 ans de vie politique, n'a jamais ouvert un manuel d'économie, soit il ment effrontément. Sans doute les deux. Alors après, c'est vrai qu'en termes de mensonges, je veux dire, on a quelques preuves déjà que Bayrou, bon, comment dire, quand il s'agit de mentir devant tout le monde, c'est pas quelque chose qui le dérange particulièrement, quoi. Enfin, on rappelle, c'était comment déjà sa petite phrase? Euh, Je n'ai jamais entendu parler de violence, a fortiori de violence sexuelle à Betaram. En prétendant que nos enfants paieront la dette publique, il oublie sciemment que l'État roule sa dette. Ça, c'est un point important. Il rembourse le capital arrivé à échéance en contractant de nouveaux emprunts, en moyenne au bout de 8 ans. Et ce n'est pas un problème. Tous les autres pays le font et en France, c'est le cas depuis 50 ans. Vous savez même qu'il arrive parfois qu'on prenne une nouvelle dette. Alors ça, je vous jure, quand je l'ai appris, moi, ça m'a baisé le crâne. Ça nous arrive en fait de parfois, on prend des dettes avec des taux d'intérêt négatifs. Alors, le mot négatif fait peur, mais concrètement, ça veut dire que, en fait, on emprunte de l'argent et on en rend moins que ce qu'on a emprunté, et c'est ok, d'accord? Parce que parfois, ça peut avoir un intérêt pour certaines personnes. Enfin, je vous dis, c'est vraiment un univers qui n'a absolument rien à voir avec comment fonctionnent nos dettes à nous en tant que personnes, dans notre petite mortalité et dans notre petit quotidien d'individu. La France, contrairement à un ménage, trouve toujours des prêteurs, car une obligation d'État fait partie des placements les plus sécurisés. Et contrairement à un ménage qui rembourse son prêt immobilier mois après mois, l'État ne rembourse pas progressivement le capital. Celui-ci est remboursé par un nouvel emprunt, et l'État ne paye sur son budget que les intérêts. Si vous êtes propriétaire de votre logement, c'est comme si vous pouviez dire à votre banquier: je ne rembourse pas chaque mois mon emprunt immobilier, je le paye, je ne paye que les intérêts. Et je ne rembourserai à échéance dans 20 ans en contractant un nouvel emprunt pour le faire. Ce qui pèse sur les contribuables, ce ne sont ainsi pas les 3345 milliards d'euros de dettes brandies par Bayrou, soit 114% du PIB, qui sont remboursés par une nouvelle dette, mais uniquement les intérêts annuels, soit environ 62 milliards d'euros en 2025, soit 2,1% du PIB. Donc vous voyez comment est-ce qu'on nous gaslight quand même. Ça, je trouve que c'est quand même un point, c'est important de le dire. Alors désolé les gens, ça fait des maths, ça fait compliqué, c'est pas très grave, on est au début du stream, on reste concentré. Concrètement, Bayrou nous dit: regardez, il y a cette dette qu'il va falloir rembourser. Sauf que non, en fait, on ne rembourse pas la dette, on rembourse uniquement les intérêts sur cette dette. On ne rembourse que l'argent qu'on est censé devoir du coup à ces banques. Et en gros, lorsque arrive le moment, donc au bout d'à peu près 8 ans, où on est censé rembourser notre dette, ce qu'on fait, c'est qu'on fait rouler la dette, c'est-à-dire qu'on se réendette avec parfois des dettes qui ont des meilleurs taux d'intérêt, voire même, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, des taux d'intérêt négatifs. Et en fait, concrètement, on rembourse la dette comme ça, et ensuite on recommence à rembourser les intérêts par rapport à cette dette, et c'est comme ça que ça grimpe. Donc, contrairement à ce que Bayrou nous explique, où oh là là, au secours, la dette c'est 114% du PIB, en fait, ce qu'on doit rembourser de façon annuelle ne représente que 2,1% du PIB, soit 50 fois moins quand même, hein, que ce que tente de nous faire peur la droite, quoi, concrètement. Donc voilà, peut-être on va se calmer un peu sur les enjeux de la dette, hein, surtout que si on compare à tous nos différents voisins, franchement, ça va. Bah, genre, notamment, il y avait ce truc, peut-être ils vont en parler après, mais notamment, il y a ce truc autour du FMI, où genre Bayrou était en mode: oh là là, la France risque de finir c'était quoi? C'était le Portugal? Non, attendez, c'est pas le Portugal. La Grèce. Oh là là, la France va finir comme la Grèce. Et en fait, on va finir par avoir une action du FMI qui va nous mettre les temps en banqueroute, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le FMI lui-même a dit non. En mode ça va. Genre, non mais faites vos trucs, hein. Enfin, vraiment, y a pas d'urgence. Enfin, le FMI était en mode: eh, chill out.
Par exemple, s'il emprunte 500 millions sur 10 ans à 2,5%, il payera 12,5 millions d'intérêts par an, puis à la fin empruntera à nouveau 500 millions pour rembourser le capital, et ainsi de suite indéfiniment. Ce sont les générations futures, ce dont les générations futures héritent réellement, ce n'est donc pas la dette en tant que telle, mais les choix politiques réalisés aujourd'hui et qui pèsent sur notre avenir collectif. Les investissements d'avenir qui ne sont pas faits, les services publics qui sont détruits, pour éviter notamment que les riches et les entreprises contribuent au paiement des intérêts de la dette via leurs impôts. Donc voilà, par exemple, pour rembourser cette dette, on pourrait taxer davantage les riches, voire même carrément leur reprendre directement les moyens de production, ce qui nous permettrait du coup d'avoir la main directement sur la plus-value, sur l'argent supplémentaire qu'on fait, tu vois, pour pouvoir en fait gérer ce truc-là, plutôt que de donner toute cette plus-value à des riches qui en fait se barrent ailleurs et qui gardent l'argent pour eux de toutes les façons qui sont possibles. Mais on pourrait même dire, aller plus loin en fait, on pourrait tout simplement dire, le système là de roulement de dette, est-ce que c'est pas un peu de la merde finalement, hein? Est-ce que c'est pas un peu des grosses conneries? Et est-ce que de base, on leur a pas déjà complètement sauvé le cul aux banques à l'époque où il y a eu le crash boursier? Et est-ce qu'elles ne devraient pas un petit peu plus de respect, ces salopes? Et genre, est-ce que genre on pourrait pas tout simplement les renationaliser ou simplement reprendre un peu le contrôle sur toutes ces histoires-là et juste mettre fin à ce système un peu absurde? Je sais pas. Je pose la question. Voilà, moi j'irais quand même plus loin hein, que l'article en tant que tel et dire et sinon, juste ça dégage, hein. Enfin ça se voit que c'est un truc de merde pour nous Gaslight. Je veux dire, ça se voit que c'est un système qui est fait pour essayer de créer une espèce de perpétuité bizarre. Sinon juste on dit qu'on s'en branle, je sais pas. Enfin, genre ces banques à la base elles nous appartenaient, bref. Pardon. Les intérêts payés par la France ne sont pas si élevés que ça. Et il n'y a aucun risque de faillite. Ah bah voilà, ça c'est par rapport au truc du FMI. L'État a donc besoin de se réendetter régulièrement pour rembourser les titres arrivés à échéance. Trouver des prêteurs n'a jamais posé de problème. La dette française est considérée comme un placement sûr et attire toujours les investisseurs. Le véritable risque tient seulement au niveau des taux d'intérêt. Si ceux-ci s'envolaient, la charge de la dette pourrait devenir trop lourde. Mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Malgré les hausses récentes, les intérêts restent historiquement modérés. Ils représentent 2,1% du PIB. C'est bien en dessous du record historique de 1996 qui était à 3,6% et même en dessous de la moyenne de ces 30 dernières années. Donc voilà, c'est fine, c'est chill, calmez-vous quoi. Certes, on nous bassine avec le fait que les intérêts de la dette publique, c'est le deuxième budget derrière l'éducation nationale. Mais on peut, et l'armée, pardon, bref, mais on peut faire un autre calcul. Les 211 milliards d'euros d'aide publique annuelle aux entreprises représentent 3,4 fois le montant des intérêts de la dette publique. Voilà, j'allais y venir, mais je savais que c'était un article de frustration, donc ils allaient forcément parler des 211 putains de milliards d'euros d'aide publique annuelle aux entreprises, parce que c'est quand même une immense folie, hein, genre, et non, désolé, pour le PCF et pour le PS et pour du coup tous ces petits partis là de cuck incapables de prendre des vraies décisions, qui sont en train de dire, non mais en fait, l'aide publique aux entreprises, faudrait pas la supprimer, il faudrait plutôt mettre en place des normes écologiques et sociales pour que les aides aillent dans des entreprises qui respectent les normes. Et allez vous faire enculer en fait. Peut-être que genre les services publics en ont plus besoin, je sais pas moi. En réduisant un peu ces aides, on pourrait donc payer 100% des intérêts de la dette chaque année. Voilà par exemple. Et en proportion du PIB, la dette payée par la France est inférieure à tous les grands pays d'Europe, à part l'Allemagne. Si on apporte cette charge des intérêts aux dépenses publiques, on s'aperçoit qu'elle s'allège sur la longue durée. Elle représentait plus de 20% jusqu'aux années 1930, contre moins de 5% aujourd'hui. Bref, pas de quoi dramatiser. Nous, précisent des économistes, dans une tribune au Monde. Voilà, une tribune au Monde. Voilà, le Monde, c'est quand même pas le grand soir, hein. Enfin, c'est pas genre l'extrême gauche, quoi. Des économistes tout à fait sérieux qui viennent dire que, bah, en fait, ça va, c'est ok. Le risque de faillite de l'État brandi par le pouvoir depuis des lustres est une aberration, d'autant plus que l'État, contrairement à un ménage ou une entreprise, décide lui-même du niveau de ses recettes par le niveau de prélèvement de l'impôt. C'est un point ici, frustration, c'est pas une virgule. Le risque est seulement en effet que les taux d'intérêt de la dette continuent à augmenter. Car celle-ci est aux mains des marchés financiers, c'est-à-dire en particulier des compagnies d'assurance et des banques privées. Bah voilà! Voilà les compagnies d'assurance et les banques privées, qu'est-ce qu'on leur dit?
On leur dit d'aller se faire enculer, en fait, tout simplement. Genre, sinon, niquez vos mères. Genre, les compagnies d'assurance, est-ce que ça n'a pas toujours été une espèce de fraude, finalement, hein? Parce que quand même, ce système de con qui n'a jamais vraiment été réellement, genre, enfin, qui a quand même poussé à faire de sacrées conneries, hein, je veux dire, tout au long de l'histoire, le système d'assurance, ça a été assez loin, hein. Enfin, est-ce que vous connaissez, par exemple, l'histoire du système d'assurance à l'époque du commerce triangulaire? Il y aurait beaucoup de choses à en dire. Beaucoup de choses à en dire, mais bref. Donc ouais, on leur dit merde, on leur dit merde, on leur dit d'aller se faire enculer, tout simplement. Genre, c'est bon, vous êtes des banques privées, en fait. Qu'est-ce que vous venez nous casser les couilles? On est un État, en fait. Si le risque de faillite était réel, les gouvernements successifs auraient alors dû sortir la dette de l'entreprise, de l'emprise de la finance en permettant à la Banque de France de prêter à des taux d'intérêt faibles, voire nuls, à l'État, comme cela s'est fait pendant des décennies. Ce qui est certes contraire aux traités européens qu'ils ont signés sciemment et dont il faudra de toute manière bien sortir un jour, ça je suis d'accord, car au-delà de la dette, ils empêchent de mener la moindre politique de transformation sociale. Et ça, c'est tout le problème de l'Union Européenne. Genre, littéralement, l'Union Européenne, ça reste quand même une espèce de fraude. Alors, à la base, concrètement, c'est quand même un machin qui a été inventé pour essayer de peser à l'échelle internationale contre, les autres grandes puissances, aka les États-Unis et la Chine. Mais finalement, c'est quand même un peu un truc de cuck qui nous impose à tous, collectivement, une politique néolibérale, quoi. Et c'est ça qui casse les couilles avec l'Europe, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut soit en sortir ou créer un autre truc, soit la transformer profondément. Mais le problème, en fait, c'est que les institutions actuelles de l'Union européenne ne sont absolument pas neutres politiquement. Et genre, c'est un vrai blocage institutionnel concret qu'on peut rencontrer en fait en France quand on veut faire passer des politiques sociales. Et c'est un truc qu'il faut pas négliger. Le rapport à l'Europe, il est flingué en fait. C'est des trucs autour du libre-échange. Genre, par exemple, c'est pour ça que les politiques que tentent de mener les écolos sont en incohérence totale avec leur atlantisme et avec leur côté, comment dire, très pro-européen. Parce que tu peux pas être à la fois pro-européen et vouloir faire passer des lois sur certains pesticides, par exemple. Bref, c'est compliqué. Bon, alors toi, par contre, ça va prendre un time-out. Allez, c'est bon, ça va bien. Oula, pardon. J'en étais où déjà? Merde, je me suis perdu. Prélèvement de l'impôt. Si le risque de faillite était réel, les gouvernements successifs, nanani nanana. Donc en gros, c'est ça qu'ils auraient fait. Oui, bref, l'Europe. L'Europe, c'est de la merde. C'est une institution qui est complètement néolibérale sur le fond et dont il faut sortir parce que c'est pas très démocratique en fait, hein, tout ça aussi, il faut le dire. Mais même dans le cadre actuel, la Banque Centrale Européenne a montré qu'elle pouvait s'écarter de son dogme de stricte discipline budgétaire lorsqu'il s'agit d'éviter une crise systémique. Oula, elle était grosse cette phrase, attendez. La Banque Centrale Européenne a montré qu'elle pouvait s'écarter de son dogme, de cette discipline budgétaire. Donc en gros, la Banque Centrale Européenne, elle est beaucoup plus flexible que ce qu'on nous fait croire. Certes, les traités européens interdisent formellement à la BCE et aux banques centrales nationales de financer directement les États, article 123 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Mais pour contourner cette contrainte, la BCE a mis en place à partir de 2015 des programmes massifs de rachat des titres publics sur les marchés secondaires. Concrètement, elle a racheté aux banques, compagnies d'assurance et autres investisseurs privés des centaines de milliards d'euros d'obligations d'État, ce qui a maintenu le taux d'intérêt à des niveaux très bas et assuré la stabilité financière. Nul doute qu'en cas de nouvelles catastrophes économiques, dont nous sommes très loin aujourd'hui, la BCE pourrait recourir à nouveau à ce type de programme. Oui, donc en gros, ce qu'ils essaient de nous dire là, à ce moment-là, c'est qu'il y a la Banque Centrale Européenne, quoi qu'il arrive, qui en fait est une espèce de garde-fou qui, d'une certaine façon, nous protège aussi contre cette fameuse faillite de l'État. C'est-à-dire que non seulement on est très loin de la faillite, le FMI lui-même nous explique que c'est bon, ça va, détendez-vous l'anus, c'est ok, tu vois. Genre, calmez-vous, et ça va, tu vois, genre, ça va. Genre, l'État français, c'est un petit peu ce petit commerçant en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les petits commerçants où ils sont en mode rien ne va, ils sont à deux doigts de la faillite, ils sont à deux doigts du chômage. Ah là là, à cause du blocage du 10 septembre. Ah là là, oh mon Dieu, tout est horrible. Vous savez, quand vous parlez genre à quelqu'un qui tient sa petite boîte, genre petit patron de restauration, etc. Où en fait, tu sais, genre,
tout va bien. C'est juste qu'il est dans une espèce d'état de panique permanente pour pouvoir justifier derrière de sous-payer les gens, d'avoir à moitié des esclaves, de faire travailler des gens sans papier, etc. et tout. Bah, en fait, l'État français, c'est un peu ça en ce moment. C'est-à-dire que, genre, tout va bien, tu vois, genre économiquement parlant, franchement, ça roule. C'est ok, mais ils vont être en mode. Oh non, mais en fait, la dette, on est à deux doigts de la faillite, il va falloir qu'on avance, parce que sinon, vous comprenez, en fait, genre, les enfants, il faut protéger les enfants, Bayrou, protéger les enfants, c'est sa spécialité. Waouh, waouh, waouh. La dette n'est donc en soi pas un problème. Elle est au contraire un outil très efficace de relance, de l'investissement et de l'emploi. Il est tout à fait normal de financer des investissements de long terme dans les infrastructures publiques ou la transition énergétique par exemple. Oui, parce que par exemple, on peut s'endetter pour foutre de la thune dans l'hôpital public. Genre, moi, ça me paraît pas complètement déconnant, tu vois. Genre, vu l'état du truc, à l'aide, par de la dette par de la dette qui se remboursera sur des années plutôt que par des impôts prélevés sur une seule année, qui peut se permettre d'acheter une maison avec ses revenus d'un an. L'alarmisme sur le sujet de la dette, oui, parce que en gros, concrètement, si je comprends bien, l'idée c'est que le système de dette, il nous permet concrètement de faire des gros spikes d'investissement d'un gros coup, quoi, concrètement, qu'on va venir sur plusieurs années. Ce qui nous permettrait, par exemple, je sais pas moi, de mettre des hydroliennes, les camarades. T'as ça, là, le pouvoir de l'océan, les énergies de la mer. Genre, ça pourrait être une idée, par exemple. Ou juste réparer l'hôpital public. Vraiment, genre, réparer l'hôpital public. Moi, ça me semble être vraiment une urgence. Genre, s'il y a une urgence dans ce pays en ce moment, elle est sanitaire. Hein, genre, vraiment. L'alarmisme au sujet de la dette ne vise le plus souvent qu'à servir de prétexte à la destruction constante de nos acquis sociaux. Parce que oui, c'est vrai que ça, pareil, le lien un petit peu bizarre qui est fait entre dette publique, rembourser la dette publique et couper dans les services publics, elle n'est pas si claire que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas en baissant notre niveau de dépenses qu'on va rembourser la dette. Il faudrait vraiment, enfin, si vraiment notre objectif final c'est de rembourser la dette, il vaudrait mieux qu'on trouve de l'argent plutôt que chercher à faire des économies. Et moi, je sais où aller le chercher cet argent. Musique de Red Sun in the Sky. Non pas pour réduire la dette, mais pour remplacer les dépenses publiques utiles à tous par des dépenses ne servant que les bourgeois. Parce que oui, le problème quand tu investis 211 milliards d'euros dans le privé, tu vois, c'est que le privé, par définition, il est privé. Donc en fait, c'est des trucs qui vont aller dans les poches de certaines personnes pour le simple principe du fait qu'ils possèdent des choses. Concrètement, c'est ça que ça veut dire, de mettre de l'argent dans le privé. Et c'est pour ça que, en fait, genre, on pourrait virer ces 211 milliards d'euros qu'on donne à des putains de boîtes privées, encore une fois, pour, je sais pas moi, vraiment, encore une fois, réparer l'hôpital public, essayer d'avoir une certaine souveraineté au niveau de la fabrication de certains médicaments aussi, ce serait intéressant. Sachant qu'on a tous les savoir-faire hein, dans ce pays pour pouvoir faire ça, en termes de chimistes, en termes de capacité productive. Genre, faudrait vraiment qu'on se bouge le huc, mais c'est un autre sujet. Désolé, je suis très orienté médecine en ce moment, c'est parce que genre j'ai lu un peu de trucs sur le sujet et ça me matrix à quel point en fait on est tous en danger. Genre vraiment, enfin la crise sanitaire qui a pris encore plus, enfin qui était déjà là avant le Covid, mais qui a encore plus pris avant le Covid, elle est hyper grave. C'est des gens qui meurent quotidiennement en fait. Enfin c'est-à-dire que là si genre il vous arrive quelque chose de vraiment grave. Genre, il y a un monde où vous ne serez pas soigné correctement, quoi. Enfin, ça vous met en danger. Ça menace votre vie à tous. Regardez, moi par exemple, exemple tout bête, mais je suis anorexique. Et j'ai eu une période où j'étais suicidaire. Je sais pas si vous le saviez, mais l'anorexie, c'est un trouble psy qui est extrêmement dangereux. C'est un trouble psy qui cause la mort dans, je crois, 2 ou 3% des cas. Enfin, c'est vraiment parmi les taux de mortalité les plus élevés dans tous les troubles psy, etc. Même si moi, je pense que les chiffres, ils sont pas tout à fait justes. Mais bref. Autre problème. Il m'a fallu 5 mois pour avoir un rendez-vous préliminaire au centre des troubles du comportement alimentaire. Et il m'a fallu 8 mois pour pouvoir avoir mon premier rendez-vous. Enfin, mon rendez-vous, du coup, on m'a diagnostiqué correctement. Et maintenant, ça fait un an que c'est terminé et j'ai toujours pas fini de m'inscrire dans tous les trucs où je suis censé m'inscrire pour pouvoir m'en sortir. Ça menace mon intégrité physique, tout ça.
Parce que du coup, moi, je me retrouve en fait à ne pas savoir comment gérer mon anorexie. J'ai juste un diagnostic en fait. À la fin de pratiquement 15 mois d'attente, j'ai juste ça. Tu vois, ça menace ma vie. Le nombre de personnes qui sont à deux doigts de crever et qui débarquent à l'hôpital où en fait on leur dit qu'il n'y a pas de psy. Genre, juste, il n'y en a pas. Genre, le rendez-vous psy, tu vas au CMP et t'attends, genre, 1 an pour avoir ton rendez-vous. Sauf que toi, t'as envie de crever maintenant, tu vois. Enfin, c'est quand même un peu grave. Et pareil, tu vois, sur les trucs y compris même sur des trucs administratifs. Genre, moi, par exemple, à l'époque où j'étais suicidaire, j'avais fait mon dossier pour la hache. Croyez-moi que si j'avais reçu les thunes de la hache plus rapidement, ça m'aurait peut-être, enfin, j'aurais peut-être été un peu plus en sécurité financièrement dans ma tête, et ça m'aurait peut-être évité d'avoir ce genre de pensée sombre. Parce que la vérité, c'est que c'est un truc qu'on mentionne pas assez souvent, le lien entre les contraintes économiques des individus et le taux de suicide. Mais bref, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, moi par exemple, de mon expérience personnelle et sur des trucs qui sont que des troubles psy, on voit déjà que ça met en danger tout un tas de personnes qui sont à deux doigts du suicide en fait, et que l'hôpital ne peut pas prendre en compte et que l'hôpital ne peut pas éponger. Ça, c'est juste sur le plan psy. Tu vois. Maintenant, imagine sur tous les trucs liés autour de la fin de vie, imagine l'état du délire sur. Enfin, bref. L'hôpital public en France, on avait un des meilleurs systèmes au monde. On avait vraiment un des meilleurs systèmes au monde. Et aujourd'hui, bah, c'est finito, quoi. On n'en est plus là. Il y a de plus en plus de mutuelles privées qui font que ça rend certains soins inaccessibles, alors que c'était des soins qui étaient, genre, super importants. Genre, je sais pas si vous savez, mais par exemple, tous les trucs autour des dents. Enfin, genre, l'état actuel des politiques de santé autour de la dentition, les déserts médicaux de trucs de dentistes, c'est un immense délire. Mais c'est vraiment un immense délire. Genre, et ça provoque des douleurs qui sont insoutenables, hein. Enfin, bref. Bref, vraiment, faudrait que je trouve un jour un contenu vraiment exact et précis pour parler de la crise sanitaire, etc. Peut-être faudrait en parler directement avec les gens de la pas du team parce que bah ils sont directement les mains dedans et je pense qu'ils ont des trucs à en dire quoi. Mais c'est vrai que il y aurait tellement de choses à dire sur tellement tous les domaines de la médecine. Enfin, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Genre, vraiment, si vous voulez, je peux vous raconter un tas de dingueries sur l'endocrinologie. Je peux vous raconter un tas de dingueries sur la psychiatrie. Je peux vous raconter un tas de dingueries sur les trucs de la fin de vie. Je sais plus comment ça s'appelle, les soins. Merde, j'ai plus le nom en tête. Je pourrais vous raconter des tas de trucs sur la pédopsychiatrie, qui est encore un autre délire complètement taré. Et vraiment, c'est que des domaines où il y a vraiment besoin. Les soins palliatifs, merci. C'est vraiment que des domaines où il y a besoin de beaucoup, beaucoup plus d'oseille, sans même parler de la façon dont on traite les vieux. Beaucoup, bref, c'est une honte absolue. Et si pour moi il y a bien un truc qui me semble assez urgent, c'est quand même la santé des gens, hein. Et même sur un strict plan productiviste, en fait, ce serait cool que les gens soient en bonne santé. Le problème, c'est que si les gens sont trop en bonne santé et si les gens vont trop bien, je pense qu'ils ont trop peur qu'on se révolte. Moi, c'est une de mes vraies pensées un peu premier degré, quoi. Plus on est faible aussi en tant que peuple, plus c'est facile de nous exploiter. Mais bon, bref, je vais pas rentrer dans mes trucs. Mais moi, je pense que le fait que l'hôpital public ça fonctionne pas très bien, ça arrange pas mal de monde quand même au final. Genre, il y a qu'à voir justement toutes les logiques genre politiques autour du fait de tenter d'enlever des jours de carence, enfin de racheter des jours de carence, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des retours à l'emploi, etc., 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 etc. Mais bref. Au-delà de la propagande servie quotidiennement, cette pression s'exerce par tout un appareil idéologique international allant de l'Union européenne aux agences de notation mondiales. Putain, les agences de notation, il y aurait aussi pas mal de trucs à en dire, hein. La vérité, putain, genre ça c'est une des plus grandes douilles de l'histoire du néolibéralisme. Mais bref, ça, les tribunaux d'arbitrage international, on pourrait vraiment faire une tier list des pires concepts internationaux du néolibéralisme. Genre vraiment, il y aurait beaucoup de trucs à dire. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le montant de la dette en tant que tel, mais le fait que ce soit en partie une mauvaise dette, gonflée par des cadeaux fiscaux et sociaux aux entreprises. Les allègements d'impôts, c'est un peu comme le gluten, quoi. En fait, il y a le bon et le mauvais gluten, pardon. Les allègements d'impôts pour les plus riches et des intérêts versés aux banques et aux compagnies d'assurance étrangères. La hausse de cette dette ne contribue plus au bien-être de la population. Ce n'est pas une fatalité.
Une autre dette est possible, contractée auprès de la Banque de France, si nous sortions de l'euro en servant exclusivement à financer les investissements publics. Elle cesserait alors d'être un instrument bourgeois de pression du peuple pour devenir un outil d'émancipation collective. Je sais pas à quel point j'ai confiance en cette take finale par contre. Dans le sens où moi je pense que enfin, peut-être que ça peut être un intérêt, tu vois, dans une phase de transition pour une sortie du capitalisme, d'éventuellement sortir de l'euro pour reprendre notre autonomie, pour quitter l'Union Européenne. Enfin, moi, pour moi, quitter l'Union Européenne, c'est plus important que quitter la zone euro. Mais de toute façon, les deux vont un peu ensemble, hein. Donc au final, moi je défends vraiment plutôt l'idée d'une sortie de l'Union Européenne pour juste mener des politiques correctement comme on le souhaite, tu vois. Genre aujourd'hui, par exemple, si tu veux pouvoir mener une politique décoloniale, c'est pas possible. Si tu veux mener une politique vraiment écolo sincère, c'est mort. Donc pas mal de trucs qui font penser quand même qu'au bout d'un moment, l'Union Européenne, c'est quand même une immense douille. Donc, moi, je commence à vraiment prendre cette take, tu vois. Au début, j'étais pas méga fan de certains concepts autour du Frexit et tout, mais plus le temps passe, plus je suis quand même convaincu par cette idée que l'Union Européenne, ça dégage, en fait, hein. Genre, à la limite, on fait une union entre nous et l'Espagne de gauche. Le problème, c'est qu'elle va pas rester de gauche très longtemps, j'ai l'impression. Donc, bon, tant pis. Juste, peut-être, on fait notre truc, quoi. Enfin, bref. Je vais passer à la suite, moi, si vous voulez. Bah écoutez, voilà. Bref, on résume. On résume les gros arguments importants pour détruire tous les trucs autour de la dette. Non, on ne lègue pas la dette à nos enfants. C'est complètement faux. Ce qu'on leur lègue, c'est des politiques publiques. Et actuellement, la politique publique, c'est de foutre l'argent public, et notamment l'argent de la dette, dans les poches du privé. Parce qu'on rappelle qu'il y a plus de dépenses d'aide allouées aux entreprises, allouées au privé, fait par l'État, que d'intérêts de la dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on perd plus d'oseille en donnant de l'argent au privé que en remboursant la dette, littéralement. Ensuite, non, on rembourse jamais la dette dans son entièreté, c'est complètement con, complètement faux. Genre, ce qui est intéressant, c'est pas du tout ce chiffre-là, ça c'est juste un espèce de baromètre qui en fait est une espèce de lame de fond, mais qui au-delà de ça, genre, n'a pas plus d'intérêt que ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les intérêts. Les intérêts qui aujourd'hui sont à 2,1% du PIB, ce qui est beaucoup moins que genre en 96, où on était à 3,6% du PIB. Donc en gros, concrètement, ça signifie que nos taux d'intérêt vont très bien. Le fait que les gens investissent sur les trucs financiers français, en fait, ça se fait toujours. Le FMI nous a dit que c'était bon. En fait, il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'État en banqueroute, pas de faillite. Complètement faux. Ça, c'est complètement faux. Euh, on est vraiment dans la moyenne européenne. Donc, ce qu'on peut leur répondre, c'est soit ça dégage, genre, tous vos trucs autour de la dette, enfin, genre, on arrête d'en parler et on en parle concrètement, on en parle sérieusement, genre, on se pose la question de pourquoi la dette? Genre, comment la dette? Et genre, est-ce que la dette, aujourd'hui, sert vraiment les intérêts du bien commun, littéralement? Ou est-ce que ça sert les intérêts du privé? Moi, j'ai quand même plus l'impression que ça sert les intérêts du privé. Bref, on va passer à la suite, si vous le voulez bien.